Nous sommes le jeudi 6 novembre 2025, ici Denis Julien et voici le bulletin d'information Info CJSR couvrant l'actualité de la région de Portneuf. Le taux de participation globale aux élections municipales de Portneuf est de 52 %. On vous présente tous les résultats des élections. Vincent Caron sera des nôtres pour parler de la crise des médecins qui touche également Portneuf. Le marché du Noël d'entente de Carte Santé tiendra sa 23e édition à la fin du mois. Nous étions à la conférence de presse. Et finalement, Nez Rouge est encore une fois régi par le Halo cette année. Il y a un nouveau président d'honneur. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Denis Julien. Les élections municipales de Portneuf ont causé beaucoup de changements dans les municipalités et villes de la région. En effet, près de 70 % des maires de la région sont de nouvelles personnes, maires et mairesses. Nous allons dresser le portrait complet des résultats que nous avons eus lors de la journée du dimanche 2 octobre. Commençons par la ville de Saint-Raymond. Taux de participation de 37,55 %. À la mairie, Claude Duplain l'a remporté sur Philippe Brasseur avec 81,79 % des voix. Pour le poste 5 qui était en élection, Corinne Moisan l'emporte sur Louis Quentin avec 54,45 % des voix. Le poste 6, Mélanie Jobin l'a emporté sur Serge Allaire avec 74,40 % des voix. Passons maintenant à Pont-Rouge. Le taux de participation était élevé jusqu'à 44,53 %. À la mairie, c'est Danny Bisson qui l'a remporté face à Mario Dupont, qui est le maire sortant, avec 71,29 % des voix. Au poste 1, le conseiller Mathieu Bisson remporte la lutte à 4 avec 44,62 % des voix face à Nathalie Potvin, Jérémy Fitzpatrick et Louis-Philippe Mercier. Le poste 2, c'est Nathalie Richard qui a gardé son poste face à Philippe Caron. Elle cumule 62 % des voix. Le poste 3, Jérôme Trudel l'a emporté face à David Montminy avec 68,77 % des voix. Le poste 4, Éric Robitaille bat le conseiller sortant François Bouchard avec 52,79 % des voix. Le poste 5, Lina Moisan garde son poste avec 66,44 % des voix face à Arnold Girard. Et finalement, le poste 6, c'est François Gaumont qui l'a remporté face à Guy Côté, conseiller sortant, et Dany Lamontagne avec 41,34 % des voix. Passons maintenant à Neuville. Le taux de participation était à près de 50 %. Donc à la mairie, Simon Ché l'a remporté face à Marie-Michel Pagé avec 62,33 % des voix. Le poste 1, c'est Danny Delille qui l'a remporté face à Johan Bena avec 57 % des voix. Le poste 4, Lauriane Nadeau l'a remporté face à Daniel Quirion, 53,33 % des voix.
Et le poste 5, c'est Geneviève Delisle qui l'a remporté face à Serge Beaulieu, 59% des voix. Et le poste 6, Luc Bertrand garde son poste face à France Simard avec 64,64% des voix. Cap Santé maintenant, le taux de participation assez élevé à 57,19%. À la mairie, Tommy Lefebvre l'emporte face à Michel Blackburn, maire sortant, avec 71,30% des votes. Pour le poste de conseiller 1, c'est Henry Jensen qui l'a remporté face à Alissa Germain-Cameron, 59% des voix. Le poste 2, Danny Perron garde son poste face à Martin Jacobs, avec 50,43% des voix. Le poste 3, Claude Roy l'emporte face à Mario Denis, conseiller sortant, avec 67% des voix. Et le poste 4, c'est Jacques Jackson qui l'a remporté face à José Calderon et Jeanne Noreau. Il a cumulé 57% des voix. Le poste 5, Sylvain Bourgeois l'a remporté face à François Trottier et Jimmy Vachon, 49,83% des voix. Et finalement, Victorin Godin l'a remporté face à Jean-François Artaud, 68% des votes. Saint-Léonard de Portneuf maintenant également un taux de participation assez élevé, à près de 60%. La mairie, c'est Cédric Champagne qui l'a remporté. Il était le maire sortant après avoir pris la place de M. Achille Gladu. Il l'a remporté face à Denis Langlois, ancien maire, avec 63,93% des voix. Le poste 2, c'est Isabelle Moisan qui l'a remporté face à Bianca Girard, 74%. Pour le poste 3, Christina Beaumont l'a remporté face à Steve Allard et Nicolai Bassarguin avec 69,27% des voix. Le conseiller 4, eh bien, c'est Yvan Paquette qui l'a remporté face à Benoît Lortie avec 55,61% des votes. Maintenant, la ville de Saint-Alban, le taux de participation à 56,40%. Raymond Morissette le remporte face au maire qui était le maire sortant, Denis Lépine, avec 62,73% des voix. Pour le poste 1 de conseiller, c'est Christian Caron qui garde son poste face à Claude Audet, avec 59%. Le poste 2, Louise Rivard l'emporte face à Kevin Langlais, avec 60% des voix. Le poste 4, André-Marie Chantal l'emporte face à Denis Piché, 57%. Poste 5, Jocelyn Perron l'emporte face à Jocelyn Perron, l'emporte face à Jackie Brière, 63,76% des voix. Et le poste 6, c'est Daniel Genet qui l'emporte face à Carmen Marquis avec 75%. Saint-Marc-des-Carrières, taux de participation 49,27. Élection très serrée qui a été remportée par Claire Dussault au poste de la mairie. 9 voix de plus que l'autre conseiller sortant, Mario Paquette. Ensuite, le conseiller 1, Mario Tessier, l'emporte face à Stéphanie Bouchard, 54,77% des voix. Le poste 2, Gino Glubissa, l'emporte face à Élodie Brochu, 58,88%. Conseiller 5, Sylvain Morissette l'emporte face à Gérard Perrault avec 55,37% des voix. Vous comprendrez que nous nommons seulement les postes qui étaient en élection. Les autres postes que nous ne nommons pas ont été élus par acclamation. Fossambeau-sur-le-Lac, Jacques Poulain l'emporte face à Yannick Lehoux et Stéphane Robitaille. Il cumule 61,18% des votes. Le poste 2, Manon Huard, garde son poste face à Charles-Éric Giguère avec 85,71% des voix. Poste 4, Myriam Deroy garde son poste face à Éric Bouchard avec 74% des voix. Poste 5, Emmanuel Roy l'emporte face à Roxane Boutet avec 58% des voix. Passons maintenant à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Taux de participation de 33,43%. À la mairie, Mathieu Roberge l'emporte sur le maire sortant Pierre Dolbec, 56,90% des voix. Poste 1, Jérémy Ouellette-Rousseau l'emporte sur Sylvain Ferland. Poste 2, Éric Gadouri l'emporte sur Viviane Vivier avec 79% des voix. Pour Saint-Basile maintenant,
Le taux de participation était à 33,48 %. Ça peut être comprenable comme le poste de maire n'était pas en élection. Poste 1, c'est Marcel Leclerc qui l'emporte face à Jean-Richard et Pierre-Ly Duchesne avec 69 % des votes. Le poste 3, Bertrand Thibodeau garde son poste face à Lennox Galarno avec 60 % des voix. Saint-Gilbert maintenant. Un autre poste de maire qui a changé, le taux de participation assez élevé à 75,37 %. Pierre Rivard l'emporte face au maire sortant Daniel Perron avec 75,38 % des voix. Le poste 2, c'est François Savard qui garde son poste face à Jean-Philippe Nadeau, 68,37 % des voix. Le poste 5, Gino Perron l'emporte face à Huguette Califour et c'était avec 60,20 % des voix. Le poste 6, David Charbonneau l'emporte face à Mario Torottier, 65,98 %. Celle-ci d'Auvergne, une autre élection assez serrée, le taux de participation d'environ 40,41 %. Marc Ouellette l'a remporté face au maire sortant Raymond Franqueur avec 50,68 % des voix, et ça c'est un écart de 4 voix avec le maire sortant. Pour le poste 3, Richard Trempe l'emporte sur Sylvain Martineau, 74,92 %. Pour le poste 4, Sylvie Duchesneau l'emporte face à Caroline Cassivi avec 63,92 %. Et le poste 5, c'est Simon Trépanier qui l'emporte face à Jean-François Paquette. Maintenant, pour la ville de Deschambault-Grondines, taux de participation qui était de 55,23 %. Sylvain Ouimet a emporté face à Jean Cloutier avec 81,69 % des voix. Le poste 2, Guillaume Venot l'emporte face à Isabelle Payette et Jacques Braza avec 51,59 % des voix. Poste 5, Jérémy Belland l'emporte face à Alice Le Breton, 53,97 % des voix. Saint-Uribe, taux de participation très élevé de 84,92 % selon Élections Québec. Au départ, au lendemain des élections, il est annoncé 100 %. Finalement, la cote révisée de 84 %. Donc, à la mairie, Guy Lachance l'emporte avec 63,51 % des votes face au maire sortant Jacques Delisle. Poste 1, Jonathan Boucher l'emporte sur Cédric Dastou avec 60,29 % des voix. Le poste 2, Donald Vallée l'emporte face à Jacques Bélanger, 41,23 % des voix. Poste 3, Guylaine No l'emporte face à Lise Califour avec 55 % des voix. Ensuite, poste 4, Marie-Ève No l'emporte face à Odette Califour avec 50,95 % des voix, soit 4 votes supplémentaires. À noter que pour toutes les élections qui ont été super serrées, les candidats peuvent demander aux villes des recomptages. Au moment d'enregistrer ce bulletin, nous n'avons pas eu de nouvelles allant en ce sens pour aucun des postes qui ont été très serrés. Maintenant, nous sommes à Saint-Ubalde, 63,94 % du taux de participation. La mairie, Guy Germain garde son poste face à Louis Ouellette. Il cumule 73,70 % des votes. Et finalement, le poste 1, c'est Louise Magnard qui l'emporte sur Jean-Luc Desbiens, 59,62 %. Poste 2, Daniel Paquin l'emporte sur Gaétan Michaud, 66,98 %. Le poste 3, Shirley Drouin garde son poste face à Michel Bédard avec 76 % des voix. Et le poste 4, Carmen Adriana Slazontaille l'emporte sur Talana de l'Île-Denis avec 71,72 % des voix. Alexis Saint-Germain l'emporte au poste 5 sur Jean-Julien, 55,33 % des voix. Lac-Sergent, maintenant, également 52 % de taux de participation. Le conseiller 1, c'est Patrick Filion qui l'a remporté face à Daniel Artaud, conseiller sortant. Il a eu 79,35 % des votes. Jean Leclerc conserve le poste 2. Il l'emporte face à Denis Tremblay avec 63,74 % des votes. À Rivière-à-Pierre, nous n'avons pas eu les données pour les taux de participation. Le conseiller 4, c'est Jacqueline Goyette.
qui a gardé son poste face à Denis Robert. Il cumule 62,33% des voix. Le poste 5, Sylvain Landry l'emporte face à Louise Gaboury et Denis Grégoire avec 52,75% des voix. Le poste 6, Cynthia Vigneault l'emporte face à Mariette Roué avec 63,86% des voix. Dans Port-Neuf, également, une autre ville où les postes de maire n'étaient pas en élection. Pour les postes de conseiller, il y avait le poste 2, Yves Savard l'emporte face à Philippe Quentin, 64,99% des voix. Pour le poste 4, Linda Côté l'emporte face à Annie Thibodeau, et c'était seulement de 9 voix. Poste 4, Joël Genois l'emporte face à Nadine Tremblay avec 55,81% des voix. Saint-Casimir, aucun poste en élection. Et Donnacona, c'était finalement le poste 1, René-Claude Bichette, qui a conservé son poste face à Jean-Sébastien Bonin. Le poste 4, Sylvie Lambert conserve son poste face à Nicolas Clermont. Poste 5, Francis Bellemare conserve son poste face à Gilbert Bourgault et Gilbert Hamel. Et le poste 6, Daniel Archibald déloge Danny Blais avec 55,77% des voix. Voilà pour tous les résultats des élections que nous avons couverts. Comme vous pouvez le constater, la liste est assez exhaustive. Si vous voulez plus de détails, tous les résultats ont été publiés sur la page Facebook de CJSR. Eh bien, nous avons quelques entrevues avec des nouveaux ou même des maires qui ont été reconduits cette année. Nous commençons par Saint-Raymond. Alors, petite préambule, le conseil de ville de Saint-Raymond est maintenant paritaire avec 3 hommes et 3 femmes. De plus, Claude Duplein, comme on l'a dit, a été réélu pour ce qui devrait être son dernier mandat, comme il nous l'a dit en septembre, lors de cette entrevue que CJSR a fait avec lui. J'ai discuté avec lui un peu plus tôt aujourd'hui pour parler de sa vision de ces 4 prochaines années. Il a été élu pour un second mandat, M. Claude Duplein. Bonjour, M. Duplein. Salut Nick, ça va bien? Ça va super bien. Félicitations pour votre réélection. Merci. Comment vous avez vécu la soirée du 2 novembre, M. Duplein? Je vais dire que ça a été une soirée fébrile dans le sens que, tout de suite au départ, on a vu on a vu que j'avais une bonne avance, fait que on n'avait pas de doute sur le fait que je gagnerais. Content de voir que la population m'a donné un appui à 80%, 81%, c'est assez éloquent. Ça veut tout dire. Ce que je suis content, c'est que le pourcentage des gens qui sont venus voter est parti de 29% en 21, ce qui est assez c'était très bas. Anémique. Oui. Anémique. Oui. On a monté à 37,55. 0,55, c'est ça. Donc ça c'est très bon. La soirée s'est déroulée de façon bizarre dans le sens que tu avais 2 candidats qui se compétitionnaient et je t'avoue, la qualité des candidats qu'on avait, je les ai regardés toute la gang. J'aurais aimé avoir, les 4 prochaines années, j'aurais aimé avoir un conseil avec tous les gens qui se présentaient. Il y avait des compétences différentes, c'était tout du monde compétent. Et à un moment donné, pendant la soirée, je voyais les choses monter, puis c'est sûr que la population a fait un choix, puis c'est correct, là. C'est surtout correct. Je suis content parce qu'on a, ce que je suis fier, c'est qu'on a un conseil paritaire. C'est le premier conseil paritaire depuis la fondation de Saint-Raymond. Ça, je suis fier. Vous l'aviez entendu, j'ai fait la promotion parce que je voulais qu'il y ait des femmes sur le conseil municipal. Mais c'est une année où toutes les gens qui étaient là auraient été compétents pour être sur le conseil municipal. Et parlez-en justement du nouveau conseil. Tous les gens auraient pu être compétents, donc j'imagine que vous êtes enthousiaste à l'idée de travailler là, avec ces nouvelles personnes. Définitif. La dynamique d'avoir 3 femmes sur le conseil, ça va changer la dynamique, ça j'en suis sûr. Il y a toujours une phrase que j'ai retenue quand je travaillais chez Énergir, Sophie Brochu m'avait dit un jour, Claude, quand il n'y a pas de femmes sur un conseil d'administration, s'il y a 50% de la population qui n'est pas représentée, et c'est vrai. Et là, maintenant, on a 3 hommes, 3 femmes. La population est vraiment représentée. On sait que les femmes,
ça pense différemment que les hommes, ou les hommes pensent différemment que les femmes, ça va amener une autre dynamique, et ça, je suis fier et j'ai hâte d'embarquer dedans. Monsieur Duplain, le prochain mandat, comment vous l'imaginez pour les 4 prochaines années? Quels sont les objectifs forts que vous voulez accomplir là, avec ce groupe de personnes-là? En fait, les objectifs, je te dirais que c'est déjà commencé même là, tout de suite là. Si tu regardes, je suis habillé avec mon gilet. J'ai passé la journée avec le ministère de l'Environnement à Saint-Raymond. On a un dossier qui est important, qu'on travaille depuis 2014. On investit plusieurs millions, aidés en financement, aidés par le PRAFI. On veut que ça continue. Vous parlez de la rivière. Là. Je parle de la rivière. Oui. On a encore 8 millions qui nous étaient garantis. Les gens de l'environnement, du MSP et du ministère des Affaires municipales sont venus aujourd'hui. On était une dizaine de personnes où on a fait le tour des infrastructures toute la journée depuis 9 heures ce matin. Je viens d'y quitter là, pour m'en venir ici. C'était une journée extraordinaire. Il n'y a rien comme d'amener les gens sur le terrain pour voir le travail qu'on a fait. Et le travail de Saint-Raymond est vraiment reconnu par rapport à ce qu'on a fait sur la rivière. On a une expertise superbe, qui est reconnue, et on veut que ça continue. Fait que la journée aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ça, c'est pour le projet rivière qui va continuer, parce qu'on sait qu'on a travaillé beaucoup à retenir les glaces. Maintenant, on va travailler plus dans le bas de la rivière. Dans les autres choses, dans les prochaines 4 ans, c'est que, vous savez qu'avec le conseil, je vous ai parlé souvent, qu'on s'est fait une vision pour les 10-15 prochaines années. Donc, la première chose qu'on va faire avec le conseil, c'est d'amener le conseil avec la vision qu'on a eue. C'est un nouveau conseil. Peut-être qu'il y a certaines choses, il y a de nouvelles idées. On est des femmes. Peut-être bien qu'il y a des nouvelles idées qui vont arriver, qu'on va avoir à paraffer cette vision-là. Mais là, on va la paraffer, puis là, la mettre à jour. La mettre statique, la mettre à jour. Mais là, se mettre des dates et des montants d'argent. Un échéancier. Ça, c'est un échéancier. Et ça, c'est important parce que, je veux dire, on ne peut pas faire tout en même temps. Il va falloir, justement, bien planifier ce qu'on va faire quand on va le faire. Il y a des projets qui sont, c'est sûr, qui sont... il y a les projets de base, là, que ce soit l'entretien de nos routes, l'entretien des trottoirs, le centre-ville. C'est toutes des choses qui sont ressorties pendant la campagne. Mais et je vais parler du centre-ville. Pourquoi le centre-ville n'est pas fait aujourd'hui? Parce que c'est un de mes buts qu'on fasse le centre-ville vite. C'est que quand vous embarquez, vous avez beau avoir des projets, mais quand vous embarquez concrètement dans le projet, le centre-ville, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, point de vue technique. Pourquoi? Première, il y a à se décider comment on le fait, le centre-ville. Oui. Là, vous avez une controverse entre différents marchands. Fait que là, on va réunir les commerçants. On va faire aussi avec la population, parce que là, on va fixer vers où on s'en va. Okay? Là, on sait vers où on peut aller et vers où on ne peut pas aller. Okay. On devait avoir enlevé les fils électriques. Okay? Là, c'est toute la question technique, pourquoi ils ne sont pas enlevés, parce que les fils électriques, on peut les enlever, mais on ne peut pas enlever du centre-ville les câbles de communication. OK? Il faut les enfouir. Il faut les enfouir à ce qu'on nous a dit dans la rue Saint-Joseph. Donc, il fallait faire des canalisations. Si on fait des canalisations, on est obligé de faire des boîtes, des chambres souterraines. OK, pour les communications. Si on fait des chambres souterraines avec la profondeur qu'ils ont, on atteint les égouts. Si on atteint les égouts, on fait quoi? Est-ce qu'on les garde là, les égouts, ou est-ce qu'on les change? Parce que là, les égouts sont faits depuis 50 ans. Et là, on va ouvrir la rue. Là. On va faire d'immenses trous pour ça. Mais là, tant qu'à ouvrir la rue, est-ce qu'on en profite pour changer l'aqueduc égout? C'est des grosses questions, parce que c'est des différences de 3 millions quand je parle de changer ou de ne pas changer. Donc, tu regardes, être sûr avec TELUS, exemple, est-ce qu'on peut pas... Vous êtes sûr qu'on ne peut pas passer vos câbles ailleurs? Et là, au début, c'était non, mais là, c'est rendu que ça sera peut-être possible. Moi, il y a une différence de 3 millions, là. Je vais regarder s'il y a d'autres possibilités, parce que 3 millions à Saint-Raymond, en emprunt, c'est beaucoup. Donc, c'est tout ça qu'on travaille, et ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Là.
concrètement. Là. La première année qu'on a commencé à élaborer tout ça, mais ça fait 3 ans qu'on commence là-dessus. Juste le technique, là, et là, on est rendu à pouvoir prendre une décision dans la prochaine année. Vous allez être donc dans la poursuite de tout ça, pour, comme vous venez de le dire, dans la prochaine année. Monsieur Duplain, j'aimerais qu'on poursuive. Le temps d'entrevue est assez serré. Vous faites partie des 5 maires qui restent de la MRC de Portneuf. 6, si on compte M. Bédard, qui reste là à Lac-Sergent parce qu'il n'y avait pas de personnes là, présentées. Mais bon, si on prend là, ces 5-là, comment vous pensez que la dynamique va changer au sein du Conseil des maires de la MRC? 12 nouveaux maires qui arrivent dans une MRC, c'est rarement vu. Okay? Même au Québec, ce sont de gros changements. Donc, on avait une très bonne collégialité entre les maires du comté de Portneuf. Il faut garder ça. Ça va être une grosse job pour le préfet, parce qu'on change de préfet. M. Bernard sera plus là. Donc, on est en train de se parler ensemble à savoir qui est prêt à prendre la job de préfet pour... Avec Bernard étant plus là, c'est des gros sujets à chausser. Va surtout falloir pas ramener, parce qu'elle est là, mais garder cette uniformité-là. Poursuivre dans la continuité de ce que M. Gaudreau a déjà instauré. Là. Exactement. On arrive dans des moments où on sait qu'il va y avoir des coupures de budget. Il va falloir travailler de façon serrée. Ça nous prend un bon préfet. On parle déjà du monde qui voudrait l'être. Moi, on m'en a parlé. Moi, je ne veux pas l'être parce que dans les prochains 4 ans, on a trop de gros projets à réaliser à Saint-Raymond. On a trop de... Justement, avec notre vision, et je voulais me concentrer à Saint-Raymond. J'ai déjà dit que c'était mon dernier 4 ans. Okay? Oui. C'était mon 2e et mon dernier. Donc, je veux me concentrer à Saint-Raymond pour vraiment prendre tout le temps qu'il faut pour travailler sur nos projets à nous. Et à la MRC, on a quelqu'un qu'on pense qui va devenir préfet, qu'on est en train de... J'imagine que je peux pas vous poser la question de qui, hein? Non, vous pourriez me poser la question, mais je ne vous répondrai pas. On va attendre que tout se concrétise. On va le savoir assez vite, de toute façon. Monsieur Duplain, je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Félicitations encore pour votre réélection pour votre second mandat. Et merci beaucoup. Ça fait merci. Simon Shea est le nouveau maire de Neuville. C'est lui, le 2e maire avec qui nous aurons la chance de parler cette semaine. Il est donc le successeur de Bernard Gaudreau, maire sortant de Neuville, qui ne s'est pas représenté cette année. M. Gaudreau est en place depuis 2009 avec un total de 4 mandats, dont 10 ans comme préfet de la MRC. Alors, qu'est-ce que ce changement important apportera à Neuville? Voici mon entrevue avec le nouveau maire Simon Shea. On accueille maintenant en studio le nouveau maire de Neuville, M. Simon Shea. Bonjour. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, M. Shea, vous êtes le nouveau maire de Neuville. Vous l'avez appris, comme tout le monde, dimanche. Dites-moi, comment vous avez pris la nouvelle, là? Comment vous avez vécu cette journée-là là, de dimanche 2 novembre? Bien, assurément, dans la journée, on fait sortir le vote. Fait qu'on est au téléphone avec une équipe de bénévoles. On fait des téléphones, on s'arrange pour que les gens qui nous appuient soient allés voter. Fait qu'on suit ça toute la journée. Vers la fin de la journée, à un moment donné, quelques minutes avant 8 heures, on se rend au bureau de votation pour être sûr et certain d'être présent lorsque les portes se ferment pour pouvoir suivre le décompte en temps direct. Puis, enfin, on essaie de voir un peu si on a de l'avance ou on a de la retard. Puis, bon, on est content. À la fin de la journée, c'est moi qui avais l'avance. Puis, comme ça, j'ai pu être élu maire de la ville de Neuville. L'avez-vous remarqué assez rapidement, 62,33% des voix en votre faveur. Donc, j'imagine que ça s'est dessiné un peu plus tôt dans la soirée? Ou... Oui, mais d'un autre côté, il ne faut jamais crier victoire tant que les chiffres ne sont pas tous sortis. Oui. Parce que même les boîtes par anticipation peuvent changer la donne et sont ouverts après. Fait qu'assurément, on essaie d'attendre avant d'être sûr et certain que les chiffres soient de notre côté. Alors là, ça y est, on est élu. Exactement. Maintenant, bon, qu'est-ce qui arrive quand on est le nouveau maire d'une ville comme Neuville? Il y a la sermentation qui arrive bientôt. Ensuite, j'imagine, il y a du travail là, devant vous. Là. Le vrai travail commence maintenant. Ça commence maintenant et ça va assez vite. Déjà, la première semaine, on a des rencontres, entre autres, avec la direction générale pour s'assurer qu'on puisse savoir comment on va aligner nos flûtes, comment on va travailler ensemble, comment on va collaborer. Ensuite,
Ensuite, il faut rencontrer les conseillers qui ont été élus. On va tout être assermenté lundi. À part les 2 conseillers qui ont été élus par acclamation qui sont déjà assermentés, on va tout être assermenté lundi. Une fois que ça va être fait, première séance du conseil déjà lundi soir. Fait que je donne rendez-vous à tous les citoyens qui veulent être présents. Il va y avoir la première séance du conseil. Fait qu'on va travailler cette journée-là. Puis une fois que ça va être fait, après ça, on va remonter nos manches puis on va travailler. Il faut qu'on définisse le budget directement en partant. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'assurément, le budget doit être adopté avant le 31 décembre. Donc, il faut s'atteler à cette tâche-là rapidement. Une fois ça fait, après ça, on va prendre notre année pour s'assurer qu'on avance nos dossiers correctement. On a promis des choses, on va les réaliser, on va les faire avancer. On a promis des consultations publiques, entre autres sur l'aménagement du territoire, qui est une priorité pour moi pour être sûr et certain qu'on puisse définir collectivement où est-ce que Neuville veut être dans 10 ans puis dans 20 ans. Cette consultation-là doit être faite dans la première année du mandat pour qu'après ça, on puisse travailler sur le concret, sur le terrain. Avec les résultats que vous allez avoir eus durant cette consultation-là. J'aimerais qu'on parle du conseil municipal. Vous me disiez avant qu'on entre en entrevue, il y a la parité dans le conseil. Oui. Vous m'en parlez un peu? Oui, on est chanceux, on a un conseil vraiment extrêmement diversifié. Les gens de Neuville ont décidé d'élire 3 hommes, 3 femmes. De tout âge, on a même une jeune de 18 ans qui a décidé de se présenter et qui a gagné ses élections. Ça va nous permettre d'avoir une grande vision, puis en même temps, j'ai toujours dit qu'un bon conseil, pour moi, c'est un conseil qui est diversifié, donc qui représente la population. Puis je trouve qu'on a réussi à l'avoir, fait que la population ne se trompe jamais. Ils ont pris la décision qu'ils voulaient, ce qui nous permet vraiment de travailler avec les forces puis d'avoir des angles morts sur une panoplie de personnes pour essayer d'avoir des projets puis d'avancer les projets qui vont représenter les citoyens. Donc, vous parlez évidemment là, du poste 4, Lauriane Nadeau, là, qui l'a emporté avec 53,33% des voix face à Daniel Quirion. C'est elle, là, la jeune de 18 ans là, qui s'est fait élire. Comment vous avez trouvé votre campagne, là, parce que c'est très rapide, une campagne électorale municipale, 1 mois pratiquement. Comment vous avez trouvé ça? C'est rapide, mais c'est aussi très long. On travaille fort, moi j'ai fait du porte-à-porte à tous les jours, 7 jours sur 7. On a même fait sous la pluie parce que pour moi c'était important d'aller à la rencontre des citoyens, puis en même temps de prendre le temps. Il y a des maisons qui m'ont pris plus de temps que d'autres, mais ça m'a permis d'avoir des belles discussions, puis d'avoir des rencontres avec les citoyens qui ont été enrichissantes. Fait que, assurément, on a pris chaque moment possible pour nous pour essayer d'avancer tout ça, puis essayer de se faire connaître, parce que l'important, c'est de faire connaître nos idées, faire connaître qui on est pour que les gens nous accordent leur confiance. Fait qu'on a travaillé fort, mais d'un autre côté, c'est court, il faut le faire rapidement et on n'a pas beaucoup de chance. Fait qu'il y a des maisons qu'on n'a pas eu le temps de voir. J'aurais aimé ça faire 100% des maisons de Neuville, mais j'ai pas été capable. J'ai atteint un assez haut taux, fait que j'étais assez content, somme tout, mais assurément, c'est ça. Fait que c'est assez long. Et puis, on le sait, parfois, avec l'emploi d'être maire, il y a des imprévus, il y a parfois également des conférences de presse. Vous nous disiez, lorsqu'on s'est parlé dans les débats de CJSR, vous avez votre entreprise en informatique et ça vous permet quand même de vous rendre disponible là, selon les rencontres sporadiques qu'il pourrait y avoir là, dans votre mandat. Exactement. Dans le fond, moi, c'est moi que je vends. C'est mes doigts, c'est ma tête que je vends. Fait que ce que ça me permet, puis dans le fond, mes clients ne sont pas de la région, fait que ça me permet vraiment de continuer à travailler avec ces clients-là. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Puis en même temps, le but, c'est qu'à la fin de la semaine, puis à la fin du mois, j'ai livré les projets sur lesquels je dois travailler. Fait que c'est exemple que j'ai besoin de me libérer une après-midi. Rapidement, pour moi, c'était facile de le faire. Je le faisais déjà dans mes fonctions de conseiller municipal. Mais je vais continuer à le faire en tant que maire, puis on travaillera le soir, on travaillera à un autre moment donné. Puis le but, c'est juste de bien travailler avec les gens en place, de travailler en équipe, puis d'être focus sur la tâche. Alors, Simon Haucher qui nous dit vouloir être un maire présent. Merci d'avoir été des nôtres. En terminant, est-ce que vous voudriez vous annoncer à la population de Neuville là, en terminant cette entrevue? Oui, je suis Simon Haucher, je suis maintenant le maire de Neuville, puis honnêtement, je veux être disponible à l'écoute. Je vous invite aux séances du conseil. L'important, c'est que les citoyens comprennent puis sachent où est-ce qu'on veut s'en aller, puis on veut être à l'écoute de vous, puis surtout travailler pour vous, pour essayer d'améliorer les services qu'on a. Simon, merci beaucoup. Merci.
Le samedi 25 octobre dernier, le gouvernement de la CAQ a adopté sous bâillon le projet de loi 2, auparavant nommé le projet de loi 106. Cette loi vise à rendre les médecins responsables de l'amélioration de l'accès aux soins. Dès son adoption, cette loi a causé une polémique dans les médias avec des médecins qui ont pointé du doigt plusieurs défauts. Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le projet de loi 2 vise à axer la médecine sur le volume qui pourrait écourter les rendez-vous médicaux des patients, comme la quantité passerait avant la qualité, toujours selon la Fédération. Et également, de plus, elle modifie la façon de rémunérer les médecins qui devront collectivement atteindre des objectifs imposés sans prendre en compte des performances individuelles. Eh bien, ce dossier touche également Portneuf. Dans Portneuf, la crise nous touche aussi. La chef de secteur de Portneuf au département de médecine familiale au CIUS de la capitale nationale, la Dr Kalilou Saint-Onge, a remis la semaine dernière sa lettre de démission et a interpellé le député Vincent Caron. Dans sa lettre, Kalilou Saint-Onge explique qu'elle est dans la région depuis 8 ans avec son conjoint qui est aussi médecin. Ensemble, ils disent avoir contribué au recrutement médical, à améliorer l'accessibilité de l'aide médicale à mourir et au développement de la clinique de Saint-Raymond. La Dr Saint-Onge a également pris part à plusieurs dossiers pour améliorer les soins dans la région et a également fait partie de la Fondation Santé. Toujours dans sa lettre, Mme Saint-Onge pointe du doigt une dérive autoritaire inquiétante en lien avec la loi 2. Elle ne croit pas que la loi contribue à améliorer l'accès aux soins. Elle m'en doute l'aspect de surveillance interne ordonné par la loi et refuse d'y prendre part. De plus, elle questionne sur l'allégeance de notre député Vincent Caron en se demandant s'il est au service de son parti ou au service de la population. Pour parler de ça, M. Caron est avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Caron. Bonjour, Danick, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ben écoutez, ça va bien. Je sors justement d'une rencontre avec des médecins. C'est un dossier qui nous occupe et qui nous anime énormément, qui me préoccupe aussi, parce que j'ai pris connaissance de la lettre qu'a adressée le docteur Saint-Onge, indiquant qu'elle allait démissionner. Donc c'est sûr que cet impact, je veux tout faire pour l'éviter. Et donc, le docteur Saint-Onge n'était pas là cet après-midi, mais son conjoint était là. On a eu une rencontre ici au bureau de circonscription avec une autre médecin et puis avec Corinne Moisan, qui est nouvellement élue, mais qui est aussi directrice de la clinique de la Vallée. Et puis, on a eu une discussion franche, mais honnête. Vous savez que j'ai pour principe d'être un grand défenseur des dossiers de Portneuf. Oui, j'appartiens à une famille politique qui est la Coalition Avenir Québec, mais avant tout, je suis le député de Portneuf. Mon parti à moi, c'est Portneuf. Donc, à l'intérieur de Portneuf, bien, il y a la population, et à l'intérieur de cette population, il y a aussi les médecins. Donc, c'est important pour moi de déjà répéter à quel point les médecins sont essentiels dans notre société, mais aussi de répéter à quel point tout le monde est essentiel à mes yeux dans cette société. Et lors de notre rencontre cet après-midi, je rappelais aussi le nombre d'appels incroyables, des centaines d'appels par année de citoyens de Portneuf qui frappent à ma porte pour essayer d'avoir un rendez-vous chez un médecin et qui ne l'ont pas. Donc, je ne peux pas faire fi de ces demandes qui me sont adressées et de ces détresses qui me sont parfois partagées. Mais à côté de ça, aujourd'hui, lors de ma rencontre avec deux médecins donc, de la clinique et avec Corinne, ces derniers ont mis en exergue des problématiques que je ne connaissais pas finalement. Et c'est vrai que lorsque nous avons une présentation au sein du gouvernement du projet de loi qui est devenu une loi maintenant 2, avec les impacts notamment financiers qui correspondent à, on va les mettre dans une fourchette de 10 à 15%. Lorsque les médecins, eux, font les comptes, eh bien, ils me parlent plus de 30, 40, voire 60%. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je n'ai pas été insensible à l'émotion que l'une des médecins qui était au bureau me partageait, l'émotion qu'elle vivait, parce que c'est tout, vous savez, quand on gagne un certain montant annuellement, on bâtit sa vie en fonction de ce montant qu'on gagne actuellement. On a une maison en conséquence, etc. Puis on a aussi tous tendance à penser que tous les médecins de famille gagnent
450 000 et c'est pas la réalité. Hein. Les médecins gagnent durement aussi leur vie. Donc bref, toujours est-il que nous en sommes à cet état de fait. Moi, je veux tout faire pour essayer de convaincre la docteure Saint-Onge de rester parmi nous. Et pour ce faire, eh bien, moi, je repars avec mes devoirs. La rencontre que j'ai eue aujourd'hui avec les médecins, c'est une rencontre durant laquelle j'ai pris beaucoup de notes et je les ai assurés que j'allais aller questionner dès la semaine prochaine à la fois Christian Dubé et ses équipes pour vérifier, parce que j'ai un petit peu de difficulté à comprendre que nous ayons cette différence finalement entre les chiffres que nous avançons et les chiffres que les médecins avancent. Donc, est-ce qu'il y a un problème de compréhension? Est-ce qu'il faut aller expliquer mieux? Est-ce que il faut modifier la loi telle qu'elle a été présentée? Je pense qu'on a un rôle, et moi je prends ce rôle à cœur, ce rôle de parlementaire. Vous êtes d'accord pour regarder à modifier cette loi-là? Ben écoutez, ce matin, avec Christian Dubé, le discours était très clair lorsqu'il s'adressait à nous. C'est qu'on veut absolument que le dialogue soit rétabli. On n'est absolument pas des adversaires. On veut réouvrir cette discussion et puis peut-être que des aménagements peuvent être apportés, mais moi ce que je souhaite avant tout, c'est que justement on cesse d'agir de la sorte et puis qu'on trouve des solutions qui soient pérennes, mais qui soient aussi acceptables pour tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut retenir, c'est que tout n'est pas perdu. Il faut vraiment que on reprend le dialogue. Nos médecins sont des gens précieux à qui on confie nos vies finalement. Donc moi j'y tiens beaucoup et on va continuer le travail ensemble. Encore une fois, je pense que tout le monde peut mettre de l'eau dans son vin encore. Mais encore une fois, je ne peux pas nier le fait que j'ai des centaines et des centaines d'appels par année de gens qui sont en détresse eux aussi parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin de famille ou tout simplement à un professionnel de la santé. Puis ce que je déplore le plus dans tout ça, c'est une déchirure dans notre société. Je me rends compte que les gens qui ont un médecin de famille espèrent absolument garder leur médecin de famille et ne se soucie plus des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Vous voyez, cette fracture sociale qu'on est en train de vivre m'exaspère et puis m'inquiète parce que ça ne correspond pas à notre société. Nous, ce qu'on veut collectivement, et j'ai bien compris aussi les médecins aujourd'hui qui veulent faire de leur mieux pour apporter le maximum de services aux patients. Moi, j'ai rencontré des gens aujourd'hui qui sont absolument passionnés par la médecine, mais aussi passionnés par l'humain, et ça tombe bien. Moi, l'humain, c'est toujours ce que j'ai mis au cœur de mes préoccupations, donc j'ai bon espoir qu'on va continuer de se parler et puis qu'on va finalement en arriver à un terrain d'entente qui soit acceptable pour les uns et les autres. Mais clairement, il faut aussi que l'accès à un médecin de famille ou à un professionnel de la santé soit amélioré parce que dans Portneuf, vous savez, on a environ 13 000 personnes qui ne sont pas affiliées directement à un médecin de famille. C'est quand même beaucoup, hein, quand on fait le prorata par rapport à la population. Tu sais, on doit être proche de 60 000 maintenant dans Portneuf, mais c'est quand même à peu près 20%. Donc ces 20%-là aussi sont inquiets. Bref, il faut vraiment pas que nous nous choquions les uns et les autres. Moi, ce que je vois à la télévision, des fois, m'inquiète et m'effraie. Moi, je suis là pour travailler pour les gens de Portneuf. Et comme je le disais tout à l'heure, les médecins sont aussi des gens de Portneuf. Donc, travaillons ensemble pour trouver une solution qui soit pérenne et qui vienne régler une bonne partie de la situation. Monsieur Caron, ce dossier, loi 2, a été très touché par la couverture médiatique. Ça a été très couvert. On pourrait le qualifier de scandale. Et avec les différents scandales qu'il y a eu avec le gouvernement de la coalition Avenir Québec, on peut penser également avec le fiasco Saclic, qui a eu des développements encore récemment. Maintenant, le projet de loi 2, on voit quand même que depuis 2025, plusieurs députés de la CAQ ont quitté le navire ou se sont fait montrer la porte, que ce soit Éric Lefebvre, André Laforêt, Pierre Dufault, Maïté Blanchette-Vizina, Lionel Carman et Isabelle Poulet tout récemment. Quelle est l'ambiance au sein du caucus de votre parti?
Ben écoutez, en effet, là, je vous mentirais si je vous disais que c'est pas un caucus animé qu'on vit quotidiennement. Les enjeux sont tels que, il y a des avis qui sont partagés. Mais au final, vous savez, l'idée d'un caucus et surtout d'une coalition, hein, il y a des gens qui arrivent, qui ont plus une tendance à être à gauche, d'autres qui ont plus une tendance à être à droite. Ben ça fait que sans que ce soit de l'animosité, il y a un choc d'idées de temps en temps et puis on en arrive à un consensus. Moi, écoutez, j'ai beaucoup d'estime pour l'ensemble des parlementaires. Maintenant, je considère que, très sincèrement, mon rôle à l'intérieur du caucus est important parce que je sais que je peux apporter ma voix lors des discussions qui sont prises par notre gouvernement. Donc, je vais continuer de travailler dans ce sens-là. Mais bon, il y a une cohésion qui est là, mais c'est certain que les sujets sont tellement importants et tellement polarisants que bien parfois il y a des gens qui décident de prendre un autre chemin. Je respecte beaucoup ces gens-là. Vous savez que être un parlementaire et un élu, c'est très exigeant. Donc, et puis chacun a son opinion. Moi, je respecte ça, mais je pense qu'il faut continuer à regarder de l'avant et puis être positif. Puis encore une fois, là, puis je ne renonce pas du tout à mon appartenance, l'appartenance à ma famille politique, mais moi, mon parti, c'est Portneuf, et je vais continuer de me battre pour Portneuf. Finalement, M. Caron, pour compléter cette entrevue, eh bien, une bonne partie de ce bulletin est consacrée aux élections municipales. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est 70% des postes de maire à peu près là, qui seront occupés par de nouvelles personnes. Comment vous comptez travailler avec les nouveaux élus, 12 nouveaux maires et mairesses là, dans la MRC de Portneuf? Ben moi, je suis quelqu'un qui respecte profondément la démocratie. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le résultat des élections. J'ai été très étonné de certains résultats. Je vais vous avouer que je ne pensais pas que ça se traduirait de la sorte dans les urnes. Maintenant, la situation est telle qu'il va falloir bâtir des liens avec les nouveaux élus. Mais écoutez, je ne suis pas un gars difficile. Et puis, je suis convaincu que je connais déjà pas mal de ceux qui étaient candidats et qui ont accédé au poste de maire, mais aussi au poste de conseillère et conseiller, maire et mairesse. Et moi, j'ai bien, c'est déjà inscrit à l'agenda qu'il faut programmer des rencontres avec tous ces gens-là. Il va falloir... Alors, c'est sûr que tout ce beau monde va se rassembler au sein du Conseil des maires. J'espère que le prochain préfet ou la prochaine préfète fera consensus, mais j'espère aussi que ce sera quelqu'un qui pourra être issu un petit peu d'une expérience qu'on connaît déjà, parce que vous savez que de relever le défi d'être préfet, c'est quand même assez, c'est un travail important. Et puis, ce qu'avait initié le précédent préfet était quand même très exemplaire, c'est-à-dire de rassembler Portneuf. Hein. Vous savez que par le passé, je déplorais qu'il y avait trop de guerres de clochers, mais là, Bernard Gaudreau avait réussi à créer une coalition, on va dire, qui était assez efficace, et parfois aussi lorsqu'elle s'adressait aux députés. Alors j'ai bon espoir qu'on va avoir cette nouvelle belle équipe qui va se mettre au travail bientôt, et puis on va les rencontrer, c'est sûr. Moi, j'offre mon entière collaboration à l'ensemble des élus, et puis c'est toujours avec le même enthousiasme que je vais travailler avec eux, au bénéfice de leurs dossiers particuliers, leurs dossiers individuels, mais surtout au bénéfice de Portneuf, parce que Portneuf bénéficie tellement d'atouts qu'il faut les mettre en évidence, et je pense que tous ensemble, on peut faire un meilleur travail que si on le fait chacun dans notre coin. Vincent Caron, député de Portneuf, merci beaucoup de vous être déplacé en studio ce soir pour participer à cette entrevue. Ben, merci beaucoup, et puis bonne soirée à toutes et à tous, à très bientôt, puis j'ai bien hâte qu'on puisse convaincre, et passer à autre chose dans le dossier des médecins, puis qu'on puisse convaincre Dr Saint-Onge de rester parmi nous. Et puis, je le disais aussi tout à l'heure à nos médecins, c'est qu'on va avoir, il y a des nouveaux postes de médecins qui vont être affichés ici. Bref, ne voyons pas la vie tout en noir, mais essayons de positiver et surtout de trouver des solutions qui soient pérennes pour tout le monde. On vous remercie, M. Caron. Merci beaucoup. La 23e édition du marché de Noël d'Antan de Cap-Santé aura lieu du 28 au 30 novembre prochain.
Comme à chaque année, les bénévoles du marché mettent tous les efforts pour préserver l'aspect enchanteur de cet événement qui fait rayonner la municipalité. Denis Villeneuve, président du marché de Noël, présente les nouveautés. Le Noël d'antan cette année, c'est la première année, ça a pris 23 ans qu'on en arrive là, où est-ce qu'il va y avoir une maisonnette dédiée au Noël d'antan, où est-ce qu'on va vendre des produits, plusieurs produits, puis ça fait plusieurs années qu'on essaie de pousser ça, puis je pense qu'on est arrivé à la bonne formule. On va avoir ce qu'on appelle la fiole d'antan. La fiole d'antan, bien, c'est, je pense que c'est les gourdes, hein, c'est ça? Donc, les gourdes avec soit une peinture du Noël d'antan, une peinture de Jeannette. Donc, on va offrir ça. On va offrir aussi des moitiés-moitiés à cette maisonnette-là. On avait ce principe-là l'an passé des moitiés-moitiés. Mais cette année, on l'a poussé un petit peu plus loin, puis on va être capable de le faire un petit peu différemment, qui fait que le montant va être un petit peu plus gros que l'année passée. Fait qu'on va offrir le moitié-moitié, qui est une autre source de financement pour nous autres. On va avoir ce qu'on appelle les gobelets d'antan, donc ça explique exactement, mais c'est une tasse avec les fichiers du Noël d'antan et tout ça. On va avoir aussi les fleurs, on appelle ça le flocon d'antan, donc on va offrir du popcorn pour les enfants, du popcorn chaud. Pour la programmation, le site ouvre officiellement à 18h le vendredi 28 novembre. À 18h45, il y a la marche des anges et l'arrivée de Saint-Nicolas. Et à 19h30, le groupe de musique Filles du Roi donne une prestation. Pour le samedi 29 novembre, le site ouvre à 10h. Il y aura de l'animation en continu, entre autres avec des démonstrations de forgerons, l'animation de Filles du Roi et les soldats Carignan-Salière, en plus de chasse au trésor. À 13h, la formation Rien que sur un temps donne une prestation. À 15h, Denis Côté prend le relais. Et à 19h, c'est un spectacle de danse traditionnelle. Nous avons le 30 novembre, donc le dimanche, le site ouvre à 10h et à 11h, il y a la fameuse criée. Il y a à 13h une démonstration de l'école de musique de Manon Chénard. 14h30, le groupe Les Chauffes de Poêle. Et à 15h45, un dernier spectacle, rien que sur un temps, pour que la fermeture officielle du site ait lieu le dimanche à 16h30. Au marché de Noël d'antan, les citoyens sont souvent impressionnés par les sapins de Noël. Et bien encore une fois cette année, c'est Michel Bertrand et son équipe qui s'en occupe. Le voici. Ces coupes d'arbres-là sont préparées, sont aménagées par un technicien forestier dans lequel c'est des plans de gestion, dans lequel on aménage nos forêts. On la jardine. Et dans ce jardinage-là, on planifie délibérément de couper des secteurs où est-ce qu'il faut enlever des sapins qui vont servir justement à une Xème vie, celle justement d'égayer toute une population durant un événement comme le Noël d'antan. Et on a ajouté l'année passée, je ne sais pas si Elixir ne sont pas ici ce matin, malheureusement, elle devait être dans la à Mme Le Chevalier, mais cette année, j'annonce qu'Elixir vont reproduire la belle finalité qu'il y avait eu des sapins, c'est que tous les sapins sont récupérés par Elixir pour faire des huiles essentielles. Alors imaginez que des odeurs de Noël d'antan s'en vont partout dans le monde après. Passons maintenant du côté de Nez Rouge. Opération Nez Rouge, secteur Portneuf, tenait ce mercredi sa conférence de presse de lancement, toujours à la licorne de Donnacona pour l'organisme Le Halo. Cette 42e édition débutera le 28 novembre prochain et se terminera le 20 décembre 2025. Depuis que la formule actuelle de Nez Rouge Portneuf se tient, la ville de Donnacona en est une fière partenaire. Jean-Claude Léveillé, maire, invite ses homologues, les autres maires, à embarquer dans l'aventure. J'en profite pour lancer un défi, justement, à mes confrères maires, et puis surtout à, je dirais pas les petits nouveaux, là, mais je vais dire les recrues, pour être poli, de venir vivre une expérience. Je peux vous dire, c'est une expérience ce qu'on fait, une opération Nez Rouge en tant qu'accompagnateur. Ça nous donne l'occasion de se compter des choses durant le temps des fêtes, parce que je peux vous dire des fois qu'on reconduit quelques colorés personnages, pour être poli. Le directeur général de la ville, Sylvain Germain, le président d'honneur pour l'édition de cette année, il a parlé de ses objectifs pour l'argent qui sera amassé pour le Halo. Je vais vous donner quelques chiffres des 2 dernières éditions qui ont été organisées ici par le Halo. 2023,
Il y a eu un total de 49 équipes qui ont été formées à travers les différentes soirées de raccompagnement, 132 bénévoles, 174 raccompagnements qui ont été complétés et une remise en don de 6 312 $. Ça, c'était 2023. 2024, un total de 52 équipes, 127 bénévoles, 217 raccompagnements complétés, puis une remise de 5 235 $ en dons. Donc là, c'est sûr que vous me voyez venir, là. C'est simple. Ben, moi, j'aimerais ça que ces chiffres-là soient dépassés pour l'édition 2025. Pour l'édition 2025, on encourage au maximum Opération Nez Rouge dans notre belle MRC de Portneuf. Puis rappelez-vous qu'en appelant Nez Rouge, ben, vous allez faire une pierre 3 coups. Oui, vous allez revenir en toute sécurité si vous les appelez. Vous allez encourager l'organisme Lalo avec les dons qui vont être ramassés, les partenaires financiers, mais vous allez également participer à battre les records des autres années. Donc, merci tout le monde, c'est une belle fierté, puis bonne saison 2025 d'Opération Nez Rouge. Virginie Papillon, responsable de l'initiative cette année dans Portneuf, a terminé la conférence de presse en présentant les dates et nouveautés. On l'a nommé brièvement tantôt, c'est notre 3e année Opération le Halo en tant que maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge. On est très fiers là, de poursuivre cet engagement pour une 3e année. On sera en opération 8 soirs pendant la campagne, donc le 28-29 novembre, 5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre. Si vous avez besoin d'un raccompagnement... il y a une petite modification. Cette année, les appels vont commencer à partir de 21h. Donc, par le passé, c'était un petit peu plus tôt, mais on a regardé beaucoup les statistiques, là, puis les appels étaient toujours passés 21h. Donc, c'est notre nouveauté cette année. C'est ce qui complète pour Nez Rouge, mais dans les affaires policières, nous avons des nouvelles connexes. Il faut savoir que lors des 2 dernières semaines, les policiers du centre de service de la MRC de Pont-Rouge ont procédé à l'arrestation de 4 hommes et une femme âgés entre 28 et 64 ans pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Les interventions policières se sont déroulées dans les municipalités de Saint-Ramon-Saint-Alban, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et sur l'autoroute 40 dans les secteurs de Portneuf et Deschambault-Gondine. On note qu'une arrestation découle du fait que la personne arrêtée ait refusé de se soumettre à l'appareil de détection approuvé ou à l'éthylomètre. Donc, tandis qu'une autre a nécessité aussi l'intervention d'un agent évaluateur en reconnaissance de drogue et un prélèvement sanguin. Voici maintenant la météo pour cette semaine. L'improvisation Portneuf-Alouette poursuit ses activités. Prochain match ce lundi à 19h au cinéma Alouette à Saint-Ramon. C'est gratuit. Alors, les équipes jaunes et bleues seront en action pour les citoyens. Et je le rappelle, c'est 100% un événement gratuit. Maintenant, le bingo également poursuit ses activités. Soyez des nôtres dimanche à partir de 18h. Vous pouvez vous procurer vos cartes auprès des dépositaires habituels qui sont partout dans la région de Portneuf. Maintenant, prenons une petite minute pour parler d'Info CJSR. Je quitterai mes fonctions en tant que chef d'antenne et journaliste le vendredi 21 novembre prochain. Je tiens à remercier profondément CJSR pour son accueil et son ouverture. J'ai pu être l'animateur d'Info CJSR pendant près de 3 ans complètes et j'ai pu fonder également la Ligue d'improvisation IPA télévisée, en plus de développer certains concepts télévisuels dans la région. CJSR est donc à la recherche de la personne pour me remplacer. L'offre d'emploi est d'ores et déjà disponible et affichée à l'écran. Vous pouvez contacter Suzy au 88 337 4925 pour plus d'informations. Et je vous le garantis, l'équipe vaut la peine d'être connue. Alors d'ici là, je demeure votre animateur pour 2 autres éditions d'Info CJSR. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information. Merci à nos invités et à Arthur et William pour leur aide. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous ont préparé comme générique.